Professeur Minaoui, à vous la parole. Merci. Bonsoir, mes chers amis, mes chers collègues. C'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, au nom de l'Association des cardiologues du Sud, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre des webinaires qu'organise l'association dans le cadre de son programme de formation continue. Alors, ce soir, nous avons choisi pour vous une thématique d'actualité, donc la prise en charge de l'embolie pulmonaire à la place des AOD dans cette prise en charge, donc dans le contexte Covid et hors Covid. Et nous aurons donc le plaisir d'avoir avec nous docteur Parent-Florence, qui a accepté l'invitation sans hésitation et que je remercie vivement. Alors, cette session sera co-modérée par mon cher ami docteur Loueli Leila, donc cardiologue brillantissime au CHP de Tel-Oudens, qui va nous présenter l'oratrice et qui gérera donc le déroulement de la session de formation. Alors, je tiens à remercier aussi nos amis du laboratoire de Boehringer de nous avoir soutenus donc, dans la réalisation de ce webinaire. Donc, je tiens à les remercier vivement. Et sans plus tarder, donc, je cède la parole à mon ami Dr Loueli pour nous présenter donc l'oratrice et le déroulement donc, de la session. Merci. Merci, professeur Minaoui. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons nos auditeurs et collègues pour cette nouvelle session de webinaire de l'Association des cardiologues du Sud, qui a choisi comme thème l'embolie pulmonaire et les AOD dans le contexte Covid et hors Covid, qui est un sujet d'intérêt majeur, surtout dans ce contexte de pandémie Covid. Nous allons donc essayer de mettre le point sur la place des AOD, leur efficacité et leur sécurité dans la maladie thromboembolique veineuse. À cette occasion, nous avons l'immense plaisir de recevoir parmi nous Dr Florence Parent, qui est pneumologue et au service de pneumologie et soins intensifs pneumologiques du CHU Paris-Sud Kremlin-Bicêtre. Et donc, je vous souhaite, qui est experte en embolie pulmonaire et hypertension pulmonaire, donc je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à soumettre vos questions qui seront débattues en fin de session. Donc, Dr Florence, je vous cède la parole. Bonjour à tous, je vous remercie de cette invitation et ça me fait plaisir d'être avec vous tous. Je vais vous parler donc de la place des AOD dans le traitement de l'embolie pulmonaire et puis bien sûr on parlera du Covid dans la dernière partie. Donc pour faire cet exposé, j'ai bien sûr utilisé les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2019, qui ont été aussi endorsées par la Société européenne de pneumologie sur la prise en charge de l'embolie pulmonaire, et également les recommandations de bonnes pratiques françaises. On a fait ces recommandations en 2019 avec des groupes d'experts de toutes les spécialités en fait, qui prennent en charge la maladie thromboembolique veineuse, et nous on l'a publié dans la revue des maladies respiratoires, mais c'est en fait publié dans des revues de langue française un peu de toutes les spécialités. Donc, la première chose en fait pour voir la place des AOD, c'est d'évaluer le risque de l'embolie pulmonaire. Et vous savez que maintenant on ne parle plus en termes d'embolie pulmonaire grave, massive, submassive, mais qu'on doit évaluer le risque de mortalité. Et donc on va classer dès le début, dès la prise en charge, l'embolie pulmonaire à un risque élevé, risque intermédiaire et faible risque. Et en fait, on va voir un peu comment se placent les AOD dans ces différents risques de l'embolie pulmonaire. Donc, bien sûr, il faut commencer par les embolies pulmonaires à haut risque. Vous savez que c'est moins de 5% des embolies pulmonaires, mais avec une mortalité de l'ordre de 30%. Et là, donc, elles sont définies par un retentissement hémodynamique clinique avec soit une hypotension prolongée, soit un état de choc. Et là, bien sûr, la prise en charge va être en extrême urgence, aussi bien diagnostique que thérapeutique. On y reviendra à la fin.
Alors, la plupart des embolies donc, sont sans signe de choc et vous savez qu'on a maintenant toutes les recommandations pour évaluer le risque. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est évaluer le score de PESI, Pulmonary Embolism Severity Index. Maintenant, on utilise le SPESI et donc, on a 0. Quand il est à 0, avant, on disait que c'était une embolie pulmonaire à faible risque, on va y revenir, et à 1 ou plus, on n'est pas dans une faible risque. Et comme vous le savez, dans ces embolies pulmonaires avec un SPESI à 0, il y avait un certain pourcentage de patients en fonction des séries de 15-20% qui avaient un VD dilaté. Et c'est vrai qu'il paraissait pas très raisonnable de les laisser dans le faible risque. Et c'est pour ça que maintenant, il est recommandé, après avoir fait le SPESI, même quand il est à 0, de regarder la taille du ventricule droit, soit à l'échographie cardiaque, ce qui est quand même le mieux évalué, mais ça peut être au scanner. Et on considère que si le VD sur VG est supérieur à 0,9, on va être dans un VD dilaté. Et dans ces cas-là, on ne va pas parler de risque faible, même si le SPESI est à 0, mais on va se poser en intermédiaire faible et ça ne va pas être tout à fait la même prise en charge. Quand le SPESI est supérieur ou égal à 1, eh bien, on regarde le VD et vous savez, les biomarqueurs de retentissement sur le VD, que ce soit troponine ou NT-proBNP. Et à ce moment-là, si on a à la fois le VD dilaté et le biomarqueur élevé, on est en intermédiaire fort. Et si on n'a aucun des deux, c'est possible, ou un seul des deux, en intermédiaire faible. Et les recommandations proposent l'endroit où il faut traiter, prendre en charge ces patients. Et ça va être en faible le grand intérêt de l'ambulatoire, et là les AOD vont être vraiment très intéressants, intermédiaire faible en hospitalisation et intermédiaire fort, une surveillance en unité de soins intensifs. Alors, comment vont se placer une fois qu'on a évalué le risque, la gravité de nos patients, les anticoagulants oraux directs? Donc, vous savez qu'on en a deux types. On a l'anti-2, le dabigatran, et on a 3 anti-10, le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. Donc, leur grand intérêt, c'est qu'ils ont une meilleure biodisponibilité et une pharmacocinétique très intéressante, moins d'interactions médicamenteuses, et tout cela permet de les utiliser à dose fixe par voie orale, sans modification de dose, en 1 ou 2 prises par jour, selon la molécule, en fonction des grandes études qui les ont évaluées. Donc, en fait, à l'heure actuelle, quand on prend en charge une embolie pulmonaire, or les embolies pulmonaires à haut risque, on reviendra après avec les classifications, soit on peut prendre le traitement conventionnel, HBPM, relais AVK, soit on a les AOD avec 2 schémas d'utilisation qui ont été choisis par les laboratoires qui ont validé leurs molécules. Vous avez la première possibilité où on fait quand même un traitement HBPM d'au moins 5 jours et après on fait le relais AOD à une dose qu'on pourrait appeler d'entretien, et c'est ce qui a été démontré pour le dabigatran et l'édoxaban. Et le deuxième schéma qui a été démontré pour l'apixaban et le rivaroxaban, ils ont d'emblée utilisé les AOD, du coup avec une dose d'attaque et après la dose d'entretien. Donc les études qui ont montré l'intérêt et la possibilité d'utiliser ces médicaments, donc ça c'est les grandes études pivots avec le dabigatran, le rivaroxaban où là il y avait 2 études TVP et embolie pulmonaire, l'apixaban et l'édoxaban. Et globalement, ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez qu'il y avait à peu près un peu plus de 40% de patients qui avaient une embolie pulmonaire. Donc, on a vraiment beaucoup de patients dans ces études. Il y avait même, dans certaines études, c'est surtout avec l'édoxaban, où il y avait des patients, il y avait à peu près 15% d'embolie qui avaient un rapport VD sur VG supérieur à 0,9. Donc, on a vraiment, ce n'est pas uniquement des petites thromboses qui ont été évaluées avec les AOD. Alors, les résultats, là, vous avez les différentes études avec les résultats en termes d'efficacité. Donc, c'était des études de non-infériorité. Et vous voyez que, quelle que soit la molécule et l'étude,
toutes les AOD étaient non inférieures au traitement de référence qui était HBPM relais AVK dans cette indication. Et en termes de saignement majeur, il y avait, en fonction des études et des molécules, soit une tendance à moins de saignement majeur, soit de façon significative, moins de saignement majeur. Et si on regarde une des méta-analyses qui a été publiée, vous voyez qu'en termes d'efficacité, c'est-à-dire récidive de maladie thromboembolique, on a une non-infériorité dans la méta-analyse, et en termes de saignement, la méta-analyse montre une diminution significative à 0,6 de risque relatif des saignements majeurs sous AOD versus traitement conventionnel. Et surtout, ce qui est très intéressant, vous le savez, c'est qu'il y a une réduction de 50% des hémorragies cérébrales. Donc nous, à partir de 2018, alors qu'avant, ça devait être un traitement de deuxième intention, les AOD ont été autorisés en première intention dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse. Donc, en résumé, on a donc nos trois possibilités, AVK, enfin HBPM relais AVK, donc les AOD d'emblée, comme on en a parlé avec, vous savez, le rivaroxaban qui a une dose plus intensive les 21 premiers jours, puis 20 mg par jour, l'apixaban 10 mg matin et soir pendant 7 jours, puis 5 mg, et puis les deux autres AOD qui, eux, sont évalués avec une dose d'entretien puisqu'il y a 5 jours d'HBPM ou d'HNF. Alors, comment est-ce qu'on les place par rapport à notre embolie pulmonaire et son risque? La première chose, c'est évidemment dans les faibles risques et les risques intermédiaires faibles, eh bien, ils ont toute leur place. Et vous voyez que dans les recommandations de l'ESC, c'était quand le traitement anticoagulant est débuté chez les patients qui sont éligibles pour un AOD, donc avec la liste des 4 AOD, eh bien, un AOD est recommandé plutôt que les AVK avec un grade le plus élevé de recommandation 1A. Donc là, évidemment, c'est vraiment la place très importante. Et dans les embolies pulmonaires à faible risque, ils ont bien permis de faire beaucoup plus de prise en charge ambulatoire. Donc la prise en charge ambulatoire, il faut bien sûr que le score de PESI soit faible risque. Donc si c'est le SPESI, il faut qu'il soit à 0. Mais comme je vous l'ai dit, il a maintenant été rajouté dans les recommandations de l'ESC 2019 par rapport à 2014 que le VD ne doit pas être dilaté. Et vous savez qu'avant de renvoyer quelqu'un chez lui, il faut vérifier que l'éducation, qu'il n'est pas seul chez lui, qu'il a bien compris le risque et l'intérêt du traitement anticoagulant. Et c'est vrai qu'on essaye de recommander la mise en place d'un parcours de soins pour le suivi, puisque ces patients qui rentrent assez vite chez eux, il faut vraiment qu'il y ait un suivi, soit par le médecin traitant, soit éventuellement par une consultation spécialiste pour vérifier. Donc, on a mis un peu des mises en place, des parcours comme ça où ils sont revus régulièrement pour vérifier que tout se passe bien. Et c'est un petit peu chaque centre qui doit mettre ça sur pied. Alors, les questions qui sont un peu moins claires, c'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser les AOD lorsque on a une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé? Parce qu'en fait, dans les grandes études que je vous ai montrées, ces patients n'étaient pas inclus, sauf quelques-uns, comme je vous ai dit, avec les doxabans. Donc, en fait, l'ESC, c'est quand même à donner des recommandations parce qu'on ne voit pas pourquoi, une fois que les patients stabilisés, ils ne pourraient pas bénéficier des AOD. Et donc, vous voyez, il propose de laisser ces patients sous HBPM pendant quelques jours, le temps de vérifier qu'ils sont stables, puisque ces patients à risque intermédiaire élevé, je vous rappelle, ils sont en unité de soins intensifs, puisqu'ils peuvent se décompenser. Vous savez qu'on ne les thrombolise pas d'emblée, on va les thromboliser que s'ils se dégradent, et puis s'ils sont stables, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas leur mettre d'AOD plutôt que d'AVK. Et l'ESC rappelle bien qu'il faut dans ce cas-là bien utiliser les schémas validés. Donc si on prend l'apixaban et le rivaroxaban, les doses initiales plus élevées, et puis si on prend le dabigatran ou l'édoxaban, les 5 jours d'héparine avant de faire le relais. Et c'est aussi ce qu'on a mis dans nos recommandations françaises exactement. De la même façon, pour les patients à haut risque, est-ce qu'on peut faire la même chose? Donc,
je vous rappelle que ces patients à haut risque avec un retentissement hémodynamique clinique, eh bien, il va être recommandé plutôt de les mettre sous héparine non fractionnée, avec bien sûr un traitement type thrombolyse. Et après la thrombolyse, eh bien, l'ESC nous dit exactement la même chose, c'est qu'après le traitement de reperfusion fait, s'il y a une stabilisation hémodynamique, on se pose la question du passage à un traitement anticoagulant oral. Toujours la même chose, ces patients n'étaient pas dans les études, mais on ne voit pas pourquoi, globalement, une fois stabilisés, on ne peut pas mettre les AOD, avec toujours les recommandations de bien remettre le schéma comme il est validé. Donc, globalement, ça fait la plupart des patients, en dehors des contre-indications, qui vont pouvoir bénéficier des AOD. Et justement, est-ce qu'il y a des patients comme ça en aigu qui n'ont pas le droit aux AOD? Ben, je vous rappelle, je vous rappelle avec l'ESC, c'est les patients qui ont une insuffisance rénale sévère, grossesse, allaitement, et les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides, puisque vous savez qu'il y a eu des cas rapportés de récidives sous AOD. Donc, ce n'est pas recommandé de les utiliser. Alors, il y a aussi les patients qui ont un cancer. Bon, en cardiologie, vous en voyez peut-être un peu moins, mais via l'embolie pulmonaire quand même. Donc, vous savez que pour le cancer, normalement, donc depuis 2003, il y avait cette étude Princeps qui avait confirmé en fait ce qu'on savait, qu'il y avait plus de récidives quand on faisait le relais par les AVK versus laisser les patients pendant 6 mois sous HBPM. Et de ce fait, depuis longtemps maintenant, il est recommandé que les patients qui ont un cancer actif et une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse n'aient pas de relais AVK, mais soient traités par HBPM pendant 6 mois. Et puis après, on peut discuter. Alors là aussi, les AOD vont arriver progressivement, puisque en fait, ce sont les anti-10 qui ont été évalués chez les patients qui ont des cancers actifs. Et vous allez voir qu'il y a à peu près pour les 3 molécules le même genre de résultats. Si on regarde les récidives, le bras contrôle, c'est la daltéparine, qui est l'héparine de bas poids moléculaire, un peu de référence dans les patients qui ont un cancer actif. Et vous voyez qu'en termes de récidive, là, il y a plutôt une tendance, disons qu'il n'y a pas de différence. Il y a en termes de récidive, AOD versus daltéparine. Et par contre, en termes d'hémorragie majeure, il y a significativement un petit peu plus d'hémorragie majeure sous edoxaban. Et on va revoir à peu près ça pour les 2 autres molécules. Ici, vous avez l'étude, donc à chaque fois, c'était des études randomisées, daltéparine versus rivaroxaban. Donc, vous voyez ici qu'il y a significativement moins de récidives sous rivaroxaban versus daltéparine, mais au coût d'un saignement, ce n'est pas significatif, mais une tendance à un saignement plus important sur rivaroxaban versus daltéparine. Et en fait, le 3e AOD, l'apixaban, retrouve le même genre de choses. Là, c'était une étude de non-infériorité, donc l'apixaban n'était pas inférieur en termes de récidive vis-à-vis de la daltéparine. Et par contre, il est un petit peu différent des autres, il n'y a pas de différence en termes de saignement. Donc, les AOD, nous en France, pour l'instant, on n'a pas l'autorisation de les utiliser dans les 6 premiers mois, mais il y a certaines sociétés savantes, donc il y a l'ESC qui propose les AOD dès le début, et aussi l'ASCO qui est la Société internationale de cancérologie. Par contre, dans ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans toutes ces études, les cancers qui saignent le plus, ce sont les cancers gastro-intestinaux et un peu urothéliaux. Donc, vous voyez que les sociétés savantes proposent les AOD dès le début, sauf cancer à risque de saignement, cancer gastro-intestinal en particulier. Et nous, on a mis dans nos recommandations qu'on pouvait peut-être le discuter dans certains cas quand les gens avaient du mal à supporter les héparines de bas poids moléculaires pendant 6 mois. Alors, l'autre point très intéressant pour les AOD, c'est quand on discute un traitement prolongé. Et maintenant, dans la maladie thromboembolique veineuse, on voit le traitement un peu en 3 phases. Le traitement initial, qui pour l'embolie pulmonaire va dépendre de sa gravité. On l'a vu, parfois thrombolyse, HBPM avec un relais AVK, AOD en relais ou en dose
quand on peut commencer par la dose initiale avec l'apixaban et le rivaroxaban, puis le traitement d'entretien, donc avant c'était les AVK, maintenant c'est les AOD à dose d'entretien, certains patients HBPM comme pour les cancers, et puis après il y a la troisième phase pour ces patients chez qui on va proposer un traitement prolongé, et là c'est sûr que les AOD vont être aussi très intéressants avec, comme vous le savez, l'évaluation des AOD à demi-dose. Alors, avant de parler de ces études, vous savez que le facteur principal pour décider de la durée du traitement, c'est est-ce qu'il y avait un facteur favorisant. Et on sait très bien que quand il y avait un facteur favorisant, surtout si c'est un majeur comme la chirurgie, après l'arrêt des traitements anticoagulants de 3 à 6 mois, il n'y a pas de récidive. Quand il n'y a pas de facteur favorisant du tout, on est à 8-10% par an. Et quand il y a un facteur favorisant intermédiaire, des facteurs non majeurs, et ben, le risque est intermédiaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a des tableaux, vous regarderez ça tranquillement, qui évaluent le facteur favorisant en majeur et mineur. On verra ça pour la durée du traitement. Alors après, les gens se sont dit, mais peut-être qu'on ne les traite pas assez. Maintenant, on ne va plus faire d'études, puisque la dernière étude, l'étude française, a essayé de voir ces gens qui avaient un premier épisode non provoqué. Ils ont été traités, tirés au sort, soit 6 mois, puis un placebo pendant 18 mois, soit un AVK pendant 18 mois. Et puis après, on a comparé le risque de récidive. Et en fait, eh ben, c'est clair, le traitement ne fait que retarder la récidive. Et vous voyez les gens qui étaient sous placebo, eh ben, le 0, c'est après les 6 mois de traitement, ils commencent à récidiver. Et puis ceux qui étaient traités 18 mois de plus par AVK, quand on arrête les AVK, ils commencent à récidiver. Ceux qui récidivent doivent récidivent, et ça se rejoint après. Donc, on sait maintenant que quand il y a un risque qui perdure, et ce n'est pas de traiter les gens 6 mois, 1 an ou 2 ans, que ça change le risque de récidive. Donc, quelles sont les durées de traitement et comment se placent les AOD? Le plus facile, c'est les patients qui ont un facteur de risque majeur transitoire. Ceux-là, la plupart du temps, on leur recommande 3 mois de traitement. Et là, bien sûr, on a le choix entre AVK ou AOD pleine dose. De l'autre côté, les gens qui ont un risque élevé, où on n'a pas trop de problèmes, ce sont de discussion, les cancers actifs, les syndromes des antiphospholipides, les maladies thromboemboliques récidivantes non provoquées. Là, on se pose donc la question, on ne se pose pas de question, le traitement ne doit pas être limité, et bien sûr, ça peut être les AVK ou les AOD, sauf pour ce qu'on a dit, le cancer actif au début, les syndromes des antiphospholipides. Et là, ces patients-là, c'est les AOD pleine dose, il n'est pas question, et ils ne sont pas dans les études qu'on va voir avec les AOD demi-dose. Et donc, c'est ce groupe intermédiaire qui a un risque de récidive modéré, c'est des gens qui ont fait un premier épisode de non provoqué par un facteur transitoire majeur et sans facteur persistance majeur, et on sait que leur risque est de l'ordre de 8%, les femmes un peu moins, c'est pour ça qu'il y a ce 3 à 8%, et c'est là où on se pose la question d'un traitement plus prolongé que 6 mois. Et donc, les AOD ont été évalués dans cette catégorie de patients. Et donc, il y a eu 2 AOD qui ont été évalués, donc 2 anti-10, l'apixaban. Donc, les patients, après 6 à 12 mois de traitement, ont été tirés au sort entre 3 groupes, 5 mg, la dose habituelle 2 fois par jour, la demi-dose 2,5 mg 2 fois par jour, ou le placebo. Mais les patients, les 2 doses d'apixaban n'ont pas été comparées entre elles, mais chaque dose est comparée au placebo. Et la deuxième étude, c'est le rivaroxaban. Donc, même chose, rivaroxaban 20 mg la dose habituelle, randomisé versus 10 mg. Et là, au lieu de prendre le placebo, c'est l'aspirine. Et même chose, chaque dose a été comparée à l'aspirine. Les résultats sont assez comparables. Là, vous avez avec l'apixaban. Donc, vous voyez qu'en termes de récidive, les 2 doses diminuent de façon très significative le risque de récidive par rapport au placebo. Et en termes de saignement, il n'y a pas de différence significative
entre l'apixaban et le placebo. Et donc, comme je vous l'ai dit, par contre, les deux doses ne sont pas comparées l'une à l'autre, sinon ce serait trop facile pour nous de décider. Et le rivaroxaban, à peu près la même chose. En termes d'efficacité, les deux doses de rivaroxaban diminuent de façon significative le risque de récidive par rapport à l'aspirine. Et en termes d'hémorragie, tout le monde est pareil, pas de différence par rapport à l'aspirine. Donc, c'était pas évident. Je vous rappelle qu'avec les AVK, on avait essayé de diminuer la dose après les 3 à 6 mois de traitement en mettant un INR entre 1,5 et 2, et c'était pas satisfaisant puisque ça saignait quand même et ça prévenait mal. Donc, c'est quand même… Alors, bien sûr, on n'a pas montré que les gens saignaient moins sous AOD demi-dose que sous pleine dose, mais quand même, c'est la dose préventive de l'orthopédie et on a quand même probablement des éléments pour penser ça. Et il y a une grande étude à un PHRC en France qui, en ce moment, évalue chez ces patients la demi-dose versus la pleine dose. Donc, chez ces patients où on se part pour un traitement prolongé, et bien après le 6e mois, on peut faire soit AVK, soit AOD pleine dose, soit AOD demi-dose. Et là, c'est quand même un grand confort pour les patients et probablement un moindre risque hémorragique. Alors après ces considérations de la place des AOD dans l'embolie et le Covid, et l'embolie pulmonaire, j'ai quelques diapositives sur un peu l'embolie pulmonaire dans le Covid-19. Donc vous savez en fait assez vite, hein, nous à la Pitié, au départ à Paris, il n'y avait que 2 gros hôpitaux, on essayait de mettre tous les Covid à la Pitié et à Bichat, et un des premiers morts de Covid en réanimation, il avait une embolie pulmonaire et très vite les réanimateurs se sont aperçus quand même qu'ils avaient l'impression par rapport aux sepsis graves, aux pneumopathies à pneumocoque graves, qu'il y avait beaucoup plus de complications thromboemboliques chez ces patients. Et puis après, vous savez que ça a été montré dans toutes les séries, avec une association entre embolie pulmonaire et Covid de l'ordre de 8 à 21%, puisque ça dépend si on le cherche systématiquement, des patients hospitalisés et de 15 à 30 chez les patients en réanimation. Et en fait, on a vu qu'il y a une activation de la coagulation comme dans toute infection, mais via la réaction inflammatoire qui est très intense, et ben ça majore encore plus la coagulation. Et en plus, il y a eu des papiers qui ont montré qu'il y a un tropisme spécifique du virus sur les cellules endothéliales et qui vont aussi déclencher la cascade de la coagulation. Donc, bien sûr, chez ces patients, il est important de confirmer le diagnostic en cas de suspicion d'embolie pulmonaire. Et c'est là un petit peu la question, est-ce qu'il faut le faire tout le temps ou pas? Donc, vous savez que les recommandations au départ, c'était que les patients suspects de Covid, ils avaient tous un scanner non injecté. Surtout, nous, lors de la première vague, où c'était vraiment… énormément de patients, ça allait beaucoup plus vite pour explorer ces patients. Donc nous, un peu au moment de la 2e vague, on a fait une petite étude sur un peu plus de 100 patients où on s'est posé la question de justement faire d'emblée, à l'arrivée aux urgences, un scanner injecté, et donc on a un petit peu des documents comme ça de patients qui arrivent aux urgences. Donc vous voyez, ça c'était un patient de 47 ans qui venait donc aux urgences pour une prise en charge d'une pneumopathie à Covid-19, et donc il y avait des dédimères très élevés à 4000, qui avaient une saturation assez basse par rapport à l'importance de la pneumopathie, et donc il y avait une embolie pulmonaire bilatérale ici et là. De l'autre côté, il y a des patients qui ont, là c'est aussi une embolie pulmonaire chez un patient âgé qui a une embolie pulmonaire un peu intermédiaire. Et puis on a une autre catégorie de patients qui là, vous voyez, une petite embolie distale, enfin il y a 2 petites embolies, hein, une de chaque côté, chez par contre un patient qui avait une pneumopathie très sévère. Donc on a vu un peu des 2 types de tableaux. Et dans notre étude, on a trouvé donc des patients, je vous ai mis les diapos mais je ne vous les ai pas présentés, on avait à peu près 15% d'embolie pulmonaire dès l'arrivée aux urgences, et on a montré que les éléments qui étaient en faveur de la présence de l'embolie pulmonaire par rapport à ceux qui n'avaient pas d'embolie pulmonaire, c'était l'élévation des dédimères,
la durée des symptômes avant de venir aux urgences, puisque c'est sûr que je pense que chez vous aussi, les patients qui tolèrent bien, ils restaient chez eux, puis ils venaient dans une phase d'aggravation, qui était d'ailleurs souvent contemporaine de la phase de l'inflammation, donc plus d'embolie. C'était les deux phénomènes les plus importants, les deux facteurs de risque les plus importants. Et on se pose la question de savoir si chez ces patients-là, il ne faudrait pas faire un scanner injecté d'emblée. Alors, l'autre chose qui est très discutée pour l'embolie pulmonaire, c'est l'importance du traitement préventif, dont les doses sont encore discutées parce qu'il y a des études qui sont en cours. Et puisqu'on s'apercevait, les premières séries, c'était des patients hospitalisés qui, la plupart du temps, avaient le traitement prophylactique standard et qui avaient quand même des complications thromboemboliques. Alors, il y a l'European Respiratory Journal qui a sorti très récemment une prise en charge des patients hospitalisés pour Covid, et puis ils prennent tous les traitements. Et vous voyez que pour les anticoagulants, voilà ce qu'il y a. Donc, avec ça, il faut qu'on se débrouille. Et bien, ils recommandent de faire un type d'anticoagulation pour les patients hospitalisés pour Covid, mais ils ne peuvent pas dire encore quelle dose. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu deux types de propositions. On n'appelle pas ça des recommandations, puisqu'en fait, pour l'instant, on n'a pas encore d'études. Il y a un collectif de l'AP qui a proposé ça, donc chez les patients hospitalisés pour Covid, d'évaluer le risque hémorragique. Si le risque hémorragique est élevé, ben plutôt pas d'anticoagulant. Si le risque hémorragique n'est pas élevé, donc soit il y a une suspicion d'embolie pulmonaire et bien sûr on confirme et on traite à dose curative, et sinon on regarde certains facteurs de risque qui vont faire proposer une majoration du traitement préventif à dose intermédiaire, ce qui la plupart du temps est la dose habituelle en deux fois par jour. Donc vous voyez que c'est l'obésité, cancer actif, des antécédents de maladies thromboemboliques veineuses, une thrombophilie connue, donc ça c'est par le patient, et aussi par la gravité de la pneumopathie Covid, avec si le patient est à au petit flot ou s'il est en réanimation. Il y a d'autres propositions, et nous c'est ce qu'on utilise, qui sont dérivées du groupe international de thrombose et qui vont être un petit peu plus agressifs dans le traitement, puisqu'il va y avoir des patients qui sont à dose curative. Et donc vous voyez, il y a les patients qui sont en air ambiant ou juste de l'oxygène sans facteur de risque, qui vont être à dose préventive standard. En bleu plus foncé, dès qu'ils vont avoir des facteurs de risque et éventuellement sans facteur de risque, mais une ventilation en réanimation, un optiflow, ils vont être à dose double. Et puis des patients qu'on va mettre d'emblée à des doses curatives alors qu'on fait une prévention. Donc ceux qui vont être en réanimation avec des facteurs de risque de thrombose et une obésité, ou des dédimères très élevés, ou le fibrinogène très élevé. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir eu beaucoup de problèmes de saignement. Donc il y a d'autres équipes qui suivent ça. Voilà. Donc pour l'instant, on attend les résultats des études. Il y en a une en particulier en France, Covidose, qui évalue un peu ces doses plus importantes. Alors, ça pose le problème de la durée. Donc, c'est sûr que ça s'est tiré de l'ERJ pendant toute l'hospitalisation. Et probablement, lorsque le patient va mieux, n'est plus en soins intensifs, n'a plus besoin de haut débit d'oxygène, on peut revenir vers une posologie préventive standard. L'autre question, c'est à la sortie d'hospitalisation. Donc, on ne sait pas très bien. Probablement, ça dépend de l'état du patient, hein, un peu de bon sens. Quand il rentre chez lui, s'il est encore très alité, il faut probablement prolonger dans 1 à 2 semaines. Et là, la plupart du temps, nous, on a utilisé les AOD. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas été évalués comme ça, mais ça a beaucoup d'intérêt dans ces phases de pandémie. Moins d'infirmières qui vont faire qui vont faire les injections, par exemple. Et on n'a pas eu non plus de problème particulier. Concernant, pour finir, le traitement curatif, bien sûr, il faut faire comme d'habitude. Dans les embolies pulmonaires à eau, il faut évaluer le risque et s'il y a besoin d'un état de choc, il faut discuter la thrombolyse. Sinon,
Le traitement qu'en général on utilise pendant l'hospitalisation en cas d'embolie pulmonaire, c'est sûr que c'est des patients qui sont instables au début de la prise en charge et on reste 13 HBPM à dose curative à ce moment-là. Et puis quand ils vont mieux, on va passer à un relais Péros. Et là, il n'y a aucun argument pour nous dire qu'il ne faut pas utiliser les AOD. Et donc, en général, on utilise les AOD comme en dehors du Covid. D'autant plus, toujours pareil, il y a moins d'INR, etc. Donc, avec la pandémie, c'est mieux. Et la durée du traitement, ben, c'est 3 à 6 mois, puisqu'il y a un facteur de risque majeur avec la Covid-19. Donc, en conclusion, les AOD ont une place de plus en plus importante dans la prise en charge de l'embolie et globalement, ils diminuent bien les hémorragies, donc ce qui est quand même à la fois la facilité et la sécurité, on a beaucoup progressé. Il faut bien les situer par rapport à la gravité de l'embolie pulmonaire. Les recommandations du traitement ambulatoire, c'est bien clair aussi maintenant. La place des AOD demi-dose, donc bien faire attention que c'est que pour une certaine population, que les patients qui sont à haut risque de récidive, ils doivent rester à pleine dose. Et puis bien sûr, respecter les contre-indications des AOD. Je vous remercie. Merci, Dr Parent, pour cette belle présentation très didactique et détaillée. Donc, je vais passer aux questions maintenant. Alors, au tout début, quelle stratégie diagnostique suivez-vous pour prendre en charge les femmes enceintes avec suspicion d'embolie pulmonaire, que ce soit diagnostique et thérapeutique? Alors, la grossesse, comme il n'y a pas d'AOD, mais avec plaisir. Donc maintenant, c'est très facile. C'est très simple. Là, on a des données qui montrent qu'il n'y a pas de risque de faire soit un angioscanner, soit une scintigraphie pulmonaire pour le fœtus. Et il y a une étude récente qui a appliqué la même stratégie diagnostique qu'en dehors de la grossesse, en évaluant la probabilité clinique selon les scores, alors qu'avant, c'était le Genève simplifié. Et alors qu'avant, on disait le Genève simplifié, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la femme enceinte? Et exactement le score de Genève simplifié, les dédimères avec les normes de 500 et après l'angioscanner. Et donc, en fait, maintenant, les recommandations, c'est le même arbre diagnostique qu'en dehors de la grossesse. Donc, vous penchez plus vers l'angioscanner que vers la scintigraphie. C'est ce qui a été très bien évalué. C'est sûr que l'intérêt de la scintigraphie, c'est que il y a une étude chez la femme enceinte qui montre que, vous savez qu'on suspecte l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte, j'allais dire trop, c'est jamais trop. Mais oui, voilà, parce que les symptômes sont très... Dans 7% des cas à peu près. Donc, et comme c'est des femmes jeunes, enfin même jeunes, oui, puisque même 40 ans, des femmes jeunes, quand il n'y a pas d'embolie pulmonaire, la scintigraphie pulmonaire est très souvent normale. On n'a pas les mêmes problèmes qu'avec nos autres patients de 65-70 ans. Donc, c'est vrai que si on a une scintigraphie à disposition, on peut tout à fait utiliser la scintigraphie et si elle est normale, il n'y a pas d'embolie. Hein, donc ça, c'est un choix... Et en termes d'irradiation pour le fœtus, il n'y a pas de problème. Et le gros intérêt de la scintigraphie, c'est qu'il y a moins d'irradiation pour la zone mammaire des femmes enceintes. Donc, ça peut être mieux. Mais il faut qu'on en ait à disponibilité. Moi, c'est vrai qu'on en a de moins en moins en France. On n'en a pas le week-end. On n'en a pas, enfin, je ne sais pas comment. Et le traitement, c'est héparine de Papua moléculaire. Héparine de Papua moléculaire. La grossesse, pas d'AOD, pas d'AVK, alors qu'en cardio, je sais que parfois, il y a pour des valvulopathies à très haut risque, hein, de temps en temps, vous réutilisez les AVK pendant oui. En particulier. Là, vraiment, il y a des données de la littérature, les HBPM, il n'y a pas ce risque plus important de thrombose, donc il ne faut pas prendre le risque, même s'il n'est pas très important avec les AVK au deuxième trimestre, mais c'est HBPM, les recommandations, toute la grossesse, c'est 6 à 8 semaines postpartum. Très bien. Donc, la deuxième question, Dr Benani. Donc, il demande, en cas de traitement par héparine de Papua moléculaire pendant 5 jours, est-ce qu'on doit mettre la full dose ou la double dose des AOD pendant 21 jours, quand même?
quand Voilà. on démarre par un traitement par héparine. Oui, ça c'est une très bonne question. Très bonne question, oui. Oui, donc c'est valable pour l'apixaban et le rivaroxaban, puisque les autres, ils ont été testés. Et alors, quand on a fait les recommandations françaises, on devait être, je ne sais pas, une vingtaine, parce qu'on faisait régulièrement, on discutait, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On a voté, on était moitié-moitié. Donc, moi, je pense que j'aurais tendance à dire, mais c'est vraiment quelqu'un d'autre vous dira le contraire. Hein. On était 50-50, vraiment. J'aurais tendance à dire que j'enlèverais, moi, les 5 jours d'HBPM. Voilà. Mais alors, après, donc l'apixaban, c'est 7 jours. Bon, est-ce qu'on fait... C'est pas en fonction du risque hémorragique, en fait. Non, je pense pas. Après, pour le rivaroxaban, c'est sûr que c'est 3 semaines, ça a été validé. Donc, on est obligé de passer par la dose plus forte. Peut-être qu'on peut faire que 21 jours moins 5 jours. Avec l'apixaban. Avec le rivaroxaban et l'autre, on a vraiment zéro réponse. On n'a pas vu de cas cliniques rapportés où les gens avaient fait les 21 jours après les 5 jours d'hémorragie. Il n'y a rien qui est ressorti. Donc, je pense que les gens font un peu les deux options. Et voilà, ce qui ne serait pas bien, c'est de ne pas faire au moins les 21 jours moins 5 jours ou les 7 jours moins 5 jours. Mais on peut faire... C'est vrai qu'en plus, moi, ce que je trouve l'avantage de faire les 21 jours ou les 7 jours, c'est que quand les gens vont en pharmacie, ils vont avoir, s'ils sont sortis, ils vont avoir les plaquettes 3 semaines ou 7 jours. Pour 3 semaines, oui. Et c'est peut-être plus simple de faire comme ça. En tous les cas, il n'y a pas eu de données de surcroît d'hémorragie si les gens faisaient 5 jours plus 21 ou 5 jours plus 7 jours. Il n'y a pas eu du tout de données qui sont rentrées comme ça. Donc, on fait comme on veut, pour une fois. D'accord. Merci. Donc, une autre question. Est-ce qu'on peut donner les AOD en cas de déficit en protéines C ou S? Oui, c'est que Je pense qu'on... Au début, les gens étaient on était un peu hésitants. Et il y a eu des données maintenant, des cas rapportés qui disent qu'il n'y a pas de problème. À part le syndrome des antiphospholipides, je pense qu'on peut le prescrire. Et puis, c'est vrai qu'on est même plus tranquille. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps un patient qui avait eu un mauvais relais HBPM AVK et qui a récidivé avec le problème des relais trop courts sous AVK pour un déficit en protéines S. Et donc, maintenant, je trouve qu'il y a eu quelques données rétrospectives de patients publiés. Là, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, parce qu'on s'est posé la question il n'y a pas très longtemps et maintenant, on le fait. D'accord. Alors, une autre question. Souvent, en cas de COVID-19, on a des dédimères qui sont très élevés sans embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde. Quelle serait la prise en charge? Alors, c'est ce qu'on discutait, c'est tout dans la prévention. C'est là où tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire que pour certains, quand même, quand on regarde le risque, les études ne sont pas toutes d'accord, mais quand on regarde les facteurs de risque d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse associée à la pneumopathie Covid, la plupart retrouvent que le taux de dédimère élevé est un facteur de risque. Donc, il y a deux écoles, c'est ce que je vous ai montré sur les diapos. Il y a ceux qui pensent que si les dédimères sont plus de 3000, je ne connais plus la borne par cœur, ça va être un argument pour majorer la prévention, alors que d'autres disent non, on ne regarde pas les dédimères parce qu'il n'y a pas d'études. Donc, nous, on le fait. C'est-à-dire que si les dédimères sont très élevés, sont plus de 3000, on va majorer la prévention, comme vous regarderez dans la diapo que je vous ai montrée. Et même à un moment, là, on trouve que maintenant, les pneumopathies Covid qui passent pas en soins intensifs et qui sont sous corticoïdes, ils restent moins longtemps, ils s'améliorent plus vite, ils restent moins longtemps en hospitalisation, ils vont rentrer plus vite chez eux et parfois, ils sortent alors qu'ils ont encore des dédimères élevés. Et dans ces cas-là, on leur met une prévention à domicile, alors on ne sait pas, pendant 8 jours. Et c'est là où on est complètement hors recommandation, mais il n'y a aucune recommandation dans de quelque ordre que ce soit, et souvent on leur met des AOD parce que c'est quand même plus simple.
S'ils sortent, il y en a, ils sortent à 2000, encore 2-3 000 de dédimère malgré les corticoïdes et on leur met quelques jours d'AOD préventif. D'accord, merci. Donc, un autre cas qui est assez difficile, c'est les malades qui présentent une insuffisance rénale chronique et chez qui on suspecte une embolie pulmonaire. Qu'est-ce que vous faites côté diagnostic et côté traitement? Alors, il y a beaucoup qui ont des insuffisances rénales modérées et qu'on arrive quand même à injecter en prenant le temps de les hydrater correctement. Et quand même, quand on est entre 30 et 50, on arrive à les injecter. Sinon, on essaye toujours de faire un écho-doppler veineux des membres inférieurs. S'il y a une thrombose veineuse profonde proximale, on a notre diagnostic. S'il y a une radio de thorax qui est à peu près correcte, on utilise bien sûr la scintigraphie. La scintigraphie, si elle est disponible. Mais parfois, oui, mais alors là, c'est vrai qu'en général, quand même, dans les 24-48 heures, on arrive à en avoir une. Donc, on a tendance à faire l'écho-doppler veineux. S'il est négatif, une scintille. Et puis, si on est à une insuffisance rénale à 30-50, on prend le temps de l'hydrater, de lui faire le scanner dans de bonnes conditions. En général, on y arrive. Après, pour les insuffisances rénales sévères, j'ai pas plus de... Oui, les hémodialysés. Oui, moi je trouve que ça nous arrive rarement avec l'écho, la scintille. On arrive à s'en tirer, bien l'hydrater, quelquefois on l'améliore un peu et faire l'angioscanner. Moi, c'est vraiment les dialyser à ce moment-là, on les injecte et on les dialyse une fois de plus. C'était ça votre question? D'accord. Oui, dialyser, ça nous est arrivé. Mais dialyser quelqu'un pour faire l'angioscanner qui n'était pas dialysé, moi, je n'ai pas le souvenir qu'on en ait eu besoin. Et puis, traitement, c'est la limite des AOD, 25 millilitres DFG pour la rivaroxaban, 30 pour la pixaban. Dabigatran, c'est 30 aussi. Et puis après, c'est les AVK. Là. Oui, voilà. Donc, autre question, là, on entend souvent parler d'un syndrome antiphospholipide au cours de la COVID-19. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut demander un bilan à rechercher des anticorps antiphospholipides ou bien vous ne le faites pas systématiquement? Nous, on ne le fait pas. J'ai vu ces papiers passer là. On n'en fait rien de plus, on les cherche pas. C'est probablement des patients qui sont quand même dans une phase inflammatoire très importante. Je ne saurais pas répondre s'ils avaient tous des dédimères élevés, du fibrinogène élevé aussi, et si du coup ils rentreraient dans une prévention plus importante. J'ai pas vu trop de recommandations là-dessus. J'ai vu les cas cités, mais est-ce que je ferais une prévention plus importante? Je sais pas, peut-être, s'il n'y a pas de risque hémorragique, au moins une double prévention. Je sais pas très bien encore. Je sais pas si vous en avez vu beaucoup. Non, personnellement, moi, j'ai juste vu le papier, l'article, donc... J'ai vu que ça, et à ma connaissance, personne ne le recherche systématiquement. D'accord. Alors, voilà, donc, quelle est la place des antiagrégants plaquettaires dans la prévention des complications thromboemboliques chez les malades COVID-19? J'ai pas vu grand-chose là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a les thromboses artérielles qui ont été décrites aussi. Là, on parle des thromboses veineuses. Donc, il y a des gens, je les ai vus plutôt en curatif. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, ce qui est recommandé, c'est quand il y a des thromboses artérielles, il faut se poser la question d'ajouter les antiagrégants plaquettaires au traitement anticoagulant préventif. En prévention primaire, j'ai rien vu dessus, moi. D'accord. C'est plus en curatif des thromboses artérielles. Très bien. Donc voilà, moi, je n'ai pas plus de questions. Je ne sais pas si le professeur Minaoui a quelque chose à dire.
Ah, oui, merci Léla. Je remercie Dr Parent pour la lecture. Donc, assez complète parce qu'il y a beaucoup de problèmes donc, on a pu relever soit dans le contexte du Covid ou hors Covid en tout cas. Moi, j'ai quand même quelques questions. Donc, j'ai vu que vous avez parlé des guides de bonnes pratiques et nous, en tant que cardiologues, surtout les recommandations de l'European Society of Oui, Cardiology. Ben, j'étais franchement, j'étais choqué quand j'avais lu qu'il n'y avait pas de traitement pour les embolies pulmonaires asymptomatiques découvertes à l'occasion d'un angioscan fait de façon systématique. Que vous en pensez, papa? alors, les embolies pulmonaires de découverte fortuite, quand il y a un cancer, il faut les traiter. On a mis ça dans nos recommandations qu'il ne fallait pas les traiter? Ben, en tout cas, sur le guide des bonnes pratiques de la Société française de pneumologie. D'accord. Alors, c'est dit que. Hors cancer. Hors cancer, bien sûr. Oui. D'accord. Et c'était une segmentaire ou une Exactement. sous-segmentaire. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que quand on trouve de façon asymptomatique un patient qui n'a pas de cancer et qui a une thrombose veineuse unique, sous-segmentaire ou segmentaire, on n'est pas sûr qu'il faille les traiter. Et donc, dans le doute, on était plutôt pour recommander de ne pas les traiter. Et moi, je dirais souvent, avant de décider ça, on fait une recherche de thrombose veineuse et on les surveille. Mais c'est aussi quelque chose qui est très débattu. Il y a une étude actuellement en cours sur les sous-segmentaires, qui est finie d'ailleurs et qui est en évaluation. On devrait bientôt avoir les résultats. Mais les segmentaires, c'est un petit peu plus débattu. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on tombe là-dessus alors ça ne correspond pas à la clinique. Oui, bah, en tout cas, moi, j'ai posé la question. C'est des patients un peu rares, ça, quand il n'y a pas de cancer. Autant avec les cancers, on en trouve beaucoup régulièrement, hein, je ne sais plus le pourcentage, mais des patients, pourquoi on ferait un scanner thoracique s'ils sont asymptomatiques au niveau du thorax? Vous voyez, on a mis ça, mais ça représente très, très peu de patients. Parce que si on leur fait un scanner thoracique, c'est qu'il y a quand même une raison. Souvent, ils ont des signes, donc c'est très peu de patients. Non, mais je parlais en fait parce que l'angioscan, donc depuis l'usage donc assez fréquent de l'angioscan dans les urgences, donc, surtout dans le cadre des triple roll-out, donc dans le cadre d'un bilan de douleur thoracique, on prescrit donc les angioscanners de façon assez courante. Du coup, donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de patients découverts de façon fortuite. Hein. Mais c'est sous-segmentaire à ce moment-là. Sous-segmentaire, exactement. Une sous-segmentaire. Oui. Bah, en tout cas, les recommandations de la Société européenne de cardiologie ne font pas le distinguo. Donc, ils parlent d'embolie pulmonaire, quel que soit. Oui. C'est pour ça que si c'est un scanner pour une douleur thoracique, on ne peut pas dire que c'est asymptomatique. Moi, j'appelle ça symptomatique. Vous voyez? Oui. Donc là, c'est symptomatique. Asymptomatique, ça voudrait dire qu'on fait un scanner du poumon parce qu'il a mal au ventre et si on trouve une segmentaire ou une sous-segmentaire, je vais revoir ça. Je ne vois plus comment est la recommandation. Ils mettent segmentaire ou sous-segmentaire? Sous-segmentaire asymptomatique, en tout cas. Oui, sous-segmentaire asymptomatique. S'il y en a une, c'est vrai. Et là, je vous dis, il y a une étude en cours, c'est les Canadiens qui font ça. Et moi, je suis dans le comité d'événements critiques et donc on va bientôt avoir les résultats. Ils ont fait ça, ils ont fait embolie sous-segmentaire, ils ne sont pas traités et ils les suivent. Donc on aura une étude qui répondra un petit peu mieux à ça. Okay. J'avais aussi une autre question par rapport au rapport VDVG, au scanner, parce que bon, ça c'est une question qui est débattue aussi. Bah, oui. Le scanner, il a tendance à surestimer un peu le VD. Absolument. Donc, je ne sais pas, dans votre pratique, vous préférez le rapport avec le scanner ou l'échographie? Nous, on préfère tous l'échographie. Le problème, c'est que quand on est aux urgences, etc., souvent, on n'a pas l'accès à l'écho. Donc, quand même, le scanner, il débrouille bien le problème. Mais c'est vrai que, et c'est un peu ça l'histoire du PESI, où ils ont rajouté pour le SPESI à 0 la taille du scanner. Il y a une étude qui a montré qu'il y avait quasiment
30%, je crois, de VD dilatés, jusqu'à 30% dans ce groupe. Et en fait, quand ils avaient l'écho, il n'y avait que la moitié qui avait le VD dilaté. Donc, c'est clair, mais ça aide à trier un peu les patients dans le contexte de l'urgence. C'est vrai que s'il y a un VD sur VG supérieur à 0,9 au scanner, c'est probablement pas ce patient-là qu'il faut renvoyer chez lui tout de suite et peut-être le garder 24 heures, 36 heures. En tous les cas, moi, je ne sais pas comment… Nous, en région parisienne, à Paris, on a beaucoup de mal à faire du domicile d'emblée parce que le patient est aux urgences, le temps de l'éduquer, etc. Souvent, on les garde une journée et puis c'est des hospitalisations très courtes. Je ne sais pas si vous arrivez à faire beaucoup de prise en charge d'emblée au domicile. Un peu. Alors, j'avais aussi une autre question par rapport à la place, je ne sais pas, dans le retour d'expérience que vous avez par rapport aux patients Covid, l'usage de la scintigraphie. J'imagine que dans le contexte inflammatoire, la scintigraphie n'apporterait pas grand-chose en tout cas. Non, et puis ils ont la pneumopathie, donc non, on a tous… non, et les gériades, donc nous, on a fait donc cette étude pour essayer d'évaluer le pourcentage à l'arrivée, là de 15%, et je sais que plus ça va en gériatrie, plus ils ont tendance à faire un scanner. Bon, ils les prennent, ils les hydratent, ils les stabilisent et à faire des scanners injectés quand même pour vérifier qu'il n'y a pas d'embolie, parce que l'âge aussi est un facteur favorisant, bien sûr, de ces patients hospitalisés. Donc, c'est vraiment, ils font l'angioscanner et nous, dans les un peu plus de 100 patients là, à qui on a fait l'injection d'emblée, pour ceux arrivés aux urgences, on n'a pas eu de souci d'insuffisance rénale. Enfin, ça, bon, bien sûr, on respectait les contre-indications. On n'a pas mis des patients qui avaient une insuffisance rénale, mais ça s'est bien passé. Donc, la scintille, non, parce qu'avec la pneumopathie… J'ai une autre question. Je ne sais pas, les embolies pulmonaires graves ou avec état de choc, en tout cas pour rester dans les recommandations. Alors, c'est une indication, bien sûr, à la thrombolyse. Et je ne sais pas donc, ce que vous utilisez comme produit dans votre centre, mais nous, on a un problème d'accessibilité aux thrombolytiques et du coup, il n'y a que la Temcteplase qui est disponible. Ouais. Alors, on l'utilise des fois hors AMM, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, nous, on a l'Actilise, donc le RTPA, et le Tenecteplase, c'est un dérivé du RTPA. C'est celui d'ailleurs qui a été évalué dans l'étude Peito, là, de l'Actilise des intermédiaires élevés. Moi, j'en ai pas du tout l'habitude, sauf quand les patients qu'on avait évalués dans l'étude Peito. Vous avez l'impression qu'il y a des… Enfin, ils ont été évalués dans cette étude. Vous avez des… Alors, en tout cas, ça marche. Hein. Donc, oui. Pour les quelques cas qu'on… Ouais. Et enseignement, vous avez l'impression que… Pas forcément, non. Alors, en général, les embolies pulmonaires graves, c'est des patients jeunes en général. Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, quand il s'agit d'un patient qui a un haut risque hémorragique, on a tendance à foncer 2 fois, mais bon. Mais c'est vrai que c'est ce qui avait été discuté, mais sans réponse, dans l'étude Peito, parce que quand même, dans l'étude Peito, donc ces embolies à risque élevé, un risque intermédiaire élevé qui était tiré au sort, thrombolyse par justement Tenecteplase ou plus héparine et héparine, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hémorragie dans le groupe thrombolyse d'emblée, puisque c'est ça qui fait la différence en fait. Il y avait beaucoup d'hémorragie. Donc ça avait été discuté. Est-ce que c'est un thrombolytique qui fait… Mais il n'y avait pas de données dans la littérature à ce moment-là qui avaient été vues. Et donc je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. En tout cas, nous, on a l'habitude de l'utiliser pour les infarctus, parce que nous, on thrombolise toujours. Oui, bien sûr. Du coup, bon, on n'a pas l'impression que ça fait saigner plus. Oui, et même pas dans les embolies non plus. Non plus. Il y a toujours des trucs qui ont traîné là-dessus qu'on n'a jamais très bien compris, si ce n'est que les gens sont un peu plus âgés dans les embolies. Les infarctus, c'est quoi la moyenne d'âge? L'embolie, c'est plutôt 65 ans et l'infarctus, c'est un peu plus… C'est à peu près la même chose.
Et dans les études, il y avait toujours des taux d'hémorragie grave sous thrombolytique des patients qui avaient des embolies rapportés plus importants que dans les séries d'infarctus. On n'a jamais très, très bien compris. Mais le problème, c'est que dans l'infarctus, on a plus ou moins le choix. Dans l'embolie pulmonaire, quand ça tourne mal, on n'a pas le choix. Oui, on sélectionne moins les patients, je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Je sais que j'abuse de votre gentillesse parce que bon, il y a beaucoup de questions, donc c'est un sujet qui est très intéressant. Alors moi, j'aurais une question par rapport à l'usage du Fondaparinux. Moi, j'ai toujours aimé l'alternative parce que sur le plan pharmacologique et sur le plan prise pour le patient, c'est très bien. Donc, c'est une très bonne alternative. Je ne sais pas, par rapport à la pénétrance du médicament chez vous dans les embolies pulmonaires, et puis dans le contexte Covid. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un médicament qui est, alors j'allais dire en France, je crois, mais qui n'a pas très bien pris. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que ce n'était pas une révolution par rapport aux HBPM. Bon, les TIH avec les traitements, les thrombopénies induites par l'héparine avec les traitements courts d'HBPM, chez les malades médicaux, on en voit très, 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 très peu. Donc, ça n'a pas très bien pris. On l'utilise selon l'étude pour les thromboses veineuses superficielles. Mais, j'allais dire, il n'y a rien contre non plus. Il n'y a rien contre non plus. Il y a des urgentistes qui les ont utilisés. Le seul truc qui est sorti un peu à problème, c'est en périopératoire. Il y avait eu un papier là-dessus qui avait montré que quand on les arrêtait comme on arrêterait des HBPM avant une opération, il y avait eu un peu plus de problèmes de saignement. Mais il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser si on en a l'habitude. Surtout dans le contexte Covid, Oui, alors dans le contexte Covid, moi, je n'ai pas d'expérience, mais c'est dans les recommandations, on peut les utiliser, il n'y a pas de contre-indication du tout. Et l'intérêt, c'est une des molécules qui a été le mieux évaluée pour les obèses, puisqu'il y a la dose pour les obèses. Exactement. Donc, c'est vrai que très probablement, on l'oublie avec ces patients obèses qui sont hospitalisés, enfin, qui ont facteur de risque pour le Covid. Probablement, c'est très intéressant la dose, moi je trouve pour ça. Et là, on bricole, on ne sait jamais jusqu'à combien il faut monter avec les HBPM, donc je pense que vous avez raison. En plus, la monoprise, donc je pense que c'est Voilà. une alternative qui est séduisante. Oui, je pense qu'il n'y a certainement pas de contre-indication et probablement qu'on ne l'utilise pas assez chez ces patients. Oui. J'ai une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez une alternative pour la daltéparine chez les cancéreux? Parce que bon, l'accessibilité à la daltéparine chez nous. Alors nous, oui, je vous ai montré ça parce que les études, ils ont repris la daltéparine, mais nous, on utilise la tinzaparine, puisqu'il y a, en fait, j'ai pas remis toutes les études, mais toutes les HBPM ont fait des études pendant le cancer. Et la plus intéressante, puisqu'il y a l'Ovenox, l'enoxaparine, mais c'est en 2 injections par jour. Aux États-Unis, ils utilisent une seule injection par jour à 1,5 mg, je passe en milligrammes, c'est pas bien, kilo. Mais nous, on utilise la tinzaparine. Vous avez un accès à la tinzaparine? Oui. Donc, 175, il y a les études, vous pouvez le faire. Mais par contre, on ne baisse pas la dose, puisque dans la daltéparine, il y a une diminution de dose après 1 mois, je ne me rappelle plus. Vous savez. Le seul obstacle, ça reste quand même les patients en insuffisance rénale chronique terminale. Voilà, en plus. Et l'avantage de la tinzaparine, c'est qu'en plus, c'est la mieux évaluée dans les insuffisances rénales, pas terminales, mais après, dans certains cancers, petit à petit, on va mettre des AOD, les cancers du poumon, les cancers qui ne saignent pas à risque de saignement. Là, l'ASCO et le SC, ils mettent la possibilité de mettre les AOD. Mais ça ne vous résout pas le problème de l'insuffisance rénale, par contre. Oui, exactement. Ouais. Surtout les sujets âgés, donc en général, ils sont à haut risque hémorragique. On aimerait bien avoir une sécurité derrière. Donc, j'imagine que l'usage des AOD. Non, il vaut mieux pas. La plus intéressante chez les insuffisants rénaux, c'est la tinzaparine, puisqu'elle est la moins éliminée par le rein.
Donc, en principe, ça doit être la mieux tolérée. Ils ont baissé un peu la limite de la clearance. Tout à fait. Tout à fait. Pour les embolies pulmonaires qui récidivent, sous AVK, sous AOD, AVK, moi, je parle des patients qui sont bien traités. C'est-à-dire qu'ils ont un TTR correct, un INR toujours stable, et qui font quand même des embolies pulmonaires, j'en ai vu pas mal. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour ce genre de patients? C'est plutôt HBPM, retour aux HBPM. Et puis après, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, une fois que c'est stabilisé, qu'il n'y a plus de récidive. Avant, on faisait avec un INR supérieur à 3, Ouais. hors cancer. Hein, Hors cancer, bien sûr. hors cancer. Maintenant, je pense qu'on testerait les AOD quand même. Je pense qu'avec les AOD, on a une plus grande efficacité. Enfin, il y a quand même pas mal d'arguments pour dire que c'est des médicaments très intéressants. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne peut pas les laisser sous HBPM tout le temps. Puis l'INR supérieur à 3, ça ne se passe pas très bien tous les jours quand même. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, il y a toujours le problème de tolérance des HBPM, tout ça. Donc, j'imagine que les AOD, c'est une alternative séduisante. Voilà, on fait 3 mois une fois qu'on est sorti de la gravité de la récidive. Alors, si c'est grave, souvent, ils ont été filtrés en plus. Ouais. Mais je serais assez pour essayer les AOD. C'est un peu ce qu'on fait. On n'est jamais très, très fiers, mais très… Ouais. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, docteur Parent. Pour ma part, moi, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si docteur Louali on a retrouvé. pu récupérer des questions, parce que certainement… Oui, juste une dernière question. Docteur Khiati, elle demande quelle durée de traitement anticoagulant pour un patient qui est suivi pour une maladie de B7 et qui fait une embolie pulmonaire compliquant une COVID-19. Compliquant le Covid-19. On a quand même un Covid hospitalisé, j'imagine. On a quand même envie de dire que c'est le Covid qui l'a favorisé. Moi, j'aurais tendance à oublier le B7 et puis en plus, ils peuvent être à risque hémorragique s'ils ont des complications pulmonaires du B7. Je ne me lancerai pas dans un traitement prolongé. Je ferai 3 à 6 mois dès qu'il a récupéré et qu'il est valide comme avant. Voilà. Très bien. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci aussi à tous. Je laisse le mot de clôture pour professeur Minaoui. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que je sais que ça suscite beaucoup d'intérêt. En tout cas, on était quelques 120 personnes donc, connectées, donc, traduisant donc, l'excellente présentation de Dr. et l'intérêt du sujet aussi. Alors, pour ma part, je remercie toute l'audience. Je vous remercie, Dr. Parent, d'avoir eu la gentillesse d'animer ce webinaire. Je remercie mon collègue, Dr. Louali, pour sa modération. Et je remercie encore une fois nos amis du laboratoire Bringer de nous avoir permis d'avoir cette réunion. J'espère qu'elle ne serait pas la dernière. Alors, au nom de l'Association des cardiologues du Sud, je vous remercie, Dr. Parent, je remercie tout le monde. Et puis, éventuellement, on se donne rendez-vous dans un prochain webinaire ou en présentiel éventuellement. Et je l'espère bien. Et à très, très bientôt. Donc, merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de votre écoute. Merci.